Bienvenue au 10e épisode de la sauce Bitcoin. Cette semaine, j'ai eu la chance d'interviewer GG, qui est un master de memes français qui est vraiment assez populaire sur Twitter. J'adore ses memes, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à le suivre au début et pourquoi j'ai commencé à être intéressé par son personnage. Donc, c'était vraiment un plaisir de l'interviewer. C'est la première fois qu'on fait le saut Québec-France, donc un saut de l'Atlantique. Pour connaître un peu c'est quoi la vision, les différences entre les bitcoiners québécois et français. Donc c'est vraiment dans l'objectif de la sauce Bitcoin de vraiment faire un pont là, entre toutes les communautés francophones bitcoiners. Donc un grand plaisir de l'interview, ça a duré pratiquement 2 heures, vous allez voir, c'est une discussion, on touche à peu près tout d'importance de nos jours. Donc âme sensible, s'abstenir, il y a quelques sujets choquants. Donc, pour seulement les courageux, je vous invite à écouter tout l'épisode. Donc, merci beaucoup et bonne écoute. Bienvenue au 10e épisode de la sauce Bitcoin, le podcast officiel de Bull Bitcoin. Aujourd'hui, on fait le premier saut de l'Atlantique. J'ai avec moi un Bitcoiner maximaliste français, enfin. GG qui est à l'appareil maintenant. On va discuter aujourd'hui de plusieurs trucs. Le but, c'est de faire une discussion vraiment légère. On va se laisser aller par les questions et les discussions qui viennent aller. Donc, merci GG de rejoindre la sauce Bitcoin à l'autre bout de la planète. Merci Matt, ça fait plaisir d'être le premier Gaulois à faire le pont entre la francophonie à travers l'Atlantique. C'est cool, merci. Super. Pour ceux qui ne savent pas, GG est très actif sur Twitter d'un point de vue memes. Donc, c'est un fabricateur de memes par excellence. Tu t'es défini toi-même comme un plebster corn dank memes, un super cycle hopium dealer. Je voudrais savoir un peu ton histoire, dans le fond, comment tu as connu le Bitcoin, comment tu t'es intéressé en premier lieu, c'est quoi qui t'a fait plonger dans le sujet plus en général? Et pour te dire un petit peu mon histoire en tant que Bitcoiner, ça a été un parcours qui était dans une première partie assez solitaire. C'est-à-dire que j'ai commencé à rentrer dans le terrier du Bitcoin en 2017. Mais pour te dire, j'ai rencontré mon premier Bitcoiner en 2019 à peu près, donc 2 ans après. Très simple. J'ai lu le livre Père riche, Père pauvre de, comment il s'appelle, je ne sais plus son nom, là, cet Américain. Ouais, Robert. Et du coup, exactement. Et du coup, j'étais tout seul chez moi, j'avais un peu d'argent sur mon compte bancaire. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec mon argent? Parce que les pauvres travaillent pour l'argent et les riches font travailler l'argent. Je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour faire travailler mon argent, mon épargne? Du coup, je me suis connecté sur Internet, j'ai regardé l'immobilier, le ceci, le cela. Et je ne sais plus comment, spontanément, j'ai pensé au Bitcoin. Et j'ai acheté mon premier Bitcoin, enfin mes premiers... j'ai stacké pour la première fois en avril 2017. Et donc, du coup, après, ça a fait que monter. Et moi, j'ai amassé de la connaissance, et je suis un petit peu allé, j'ai eu le chemin assez classique. Du coup, 2017, au début, Bitcoin. Ensuite, l'été, j'avais vidé tout mon compte en banque et j'avais tout en Bitcoin. Ensuite, en juillet, août, à peu près au moment où on pensait que l'Ethereum allait faire le flippening, je suis passé en full shitcoin. Donc, j'avais plus de Bitcoin à la fin de 2017. Et donc, du coup, début 2018, là, vu que le marché commence à baisser, comme tout le monde, tu commences à te poser les bonnes questions. Et je suis tombé sur la page de Andreas Antonopoulos, comme beaucoup d'autres. Et à partir de ce moment-là, donc mars 2018, j'ai commencé à vraiment comprendre le Bitcoin, le pourquoi, le comment, et c'est à partir de ce moment-là que je suis devenu un Bitcoiner. Mais je pense que de toute façon, c'est très difficile de devenir un Bitcoiner et de se former et de faire ce qu'on dit en anglais les due diligence quand tu es dans un marché euphorique, comme on l'a connu cette année en avril-mars, et comme ça a été le cas en 2017, parce que tu es pris dans un tourbillon,
Et c'est trop facile de faire de l'argent en achetant des shitcoins. Du coup, ton cerveau ne prend pas le temps de comprendre le pourquoi du comment, et de comprendre la proposition de valeur du Bitcoin. Ça nécessite quand même du boulot et de l'apprentissage, quoi. Ouais, ça fait plusieurs personnes que j'interroge, puis justement, quand ils parlent de leur parcours, il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas réussi à éviter les shitcoins. On dirait que c'est un parcours assez classique, malheureusement, mais bon, ça permet aux gens d'apprendre à la dure, là, comme on dit, là. C'est ça. Alors après, moi, je pense que j'avais un terreau qui était assez fertile pour devenir un bitcoiner, dans le sens où tous les gens j'avais 2-3 amis à l'époque qui s'étaient mis dans les shitcoins, tout ça. Et eux, à partir de 2018-2019, ils ont lâché l'affaire. C'est que j'avais déjà un parcours intellectuel un petit peu politique. C'est-à-dire que j'avais compris la quenelle de la Banque Centrale Européenne, de la création monétaire. J'avais déjà écouté pas mal de discours de Ron Paul. J'avais eu un peu un wake-up call en 2010, du coup 7 ans avant, quand la France avait envahi la Libye. Moi, j'étais déjà assez engagé sur ce sujet-là, et j'avais très bien compris que si on partait en guerre en Libye, c'était pas pour, comme d'habitude, la Libye classique de dire la démocratie et les droits de l'homme, mais c'était vraiment pour faire tomber Kadhafi, qui avait un projet de monnaie adossée à l'or et qui voulait implanter sur tout le continent africain. Donc j'avais déjà compris que la création monétaire, c'était l'un des plus gros problèmes dans le monde. Mais ensuite, n'ayant pas de solution, j'avais continué ma vie comme tout un chacun. Et en fait, tout ça s'est un petit peu reconnecté en 2017-2018. Quand j'ai découvert le Bitcoin, je me suis dit, mais en fait, ce que je cherchais dans les années 2010, 2012, 2013, en fait, je l'ai trouvé via le Bitcoin. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais parti sur des raisonnements de pensée, le survivalisme, le ceci, le cela. Mais à un moment donné, la vie, elle te rattrape. Parce que partir dans une montagne, acheter des armes et élever des chèvres, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est quelque chose c'est un choix de vie qui est assez radical. Et du coup, après, tu rentres dans ta Fiat Life et tu mets un petit peu ça de côté. Mais il y a une partie de toi qui le recherche encore, tu vois. Je comprends. Quand tu dis ton background par intérêt politique et tout ça, pourquoi tu t'es intéressé à tout ça en 2010, est-ce que c'est à cause de ton travail ou tu as une autre profession qui n'a pas vraiment rapport, mais que ça s'était connecté un peu le sujet? Est-ce que tu as vu d'emblée, je sais pas, peut-être tu étais un ex-banquier, tu as vu ce qui se passait? Non, du tout. J'ai une formation classique de mec commerce, des études à la con. Non, je pense que dans la vie, de toute façon, on n'est que le produit de son environnement. Moi, mon père était journaliste dans la presse locale, et c'était quelqu'un qui m'a toujours... Enfin, quand j'étais petit et que je grandissais et qu'on regardait les infos, à chaque fois qu'il se passait un truc, j'en sais rien, si le journaliste disait il se passe ça, mon père il était toujours là, ouais, non, il ment, il se passe ça. Et du coup, en fait, j'avais toujours cette espèce de chose en moi, qu'à chaque fois que les médias disaient quelque chose, je partais du principe que c'était faux et j'essayais de prouver que c'était vrai. Et le moment vraiment où j'ai commencé à comprendre un petit peu toutes ces choses-là, c'est un petit peu avant, je dirais 2009-2008. Je devais avoir 17 ans, 18 ans à peu près. J'ai commencé à aller dans le rabbit hole du 11 septembre. Donc, tu connais l'histoire. Rabbit hole du 11 septembre qui ensuite te fait comprendre Al-Qaïda, la menace terroriste, comment la menace terroriste a été un petit peu créée et instrumentalisée de toutes pièces, comprendre que le système, pour fonctionner, il a besoin d'un ennemi. C'est pour ça l'axe du mal de George Bush, de toutes ces choses-là. Et donc, du coup, ouais, c'est quelque chose qui a toujours été imprimé en moi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je faisais des études en commerce et mon premier stage que je devais faire en entreprise, je l'avais fait dans une association qui était l'association Reopen 9/11, qui était un site internet qui, à l'époque, militait pour la réouverture de l'enquête sur le 11 septembre. Donc déjà à l'époque, j'étais assez axé sur ces sujets-là. Tu dis qu'on est des produits de l'environnement, mais tu ne penses pas qu'il y a minimalement des gens qui sont prédisposés à absorber ce genre d'informations puis qui
vont être plus réceptifs à se questionner, un peu un gène de la liberté, un gène de l'autocritique. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose de prédisposé en certains humains. Là. Il y en a qui sont juste... Tu peux pas les réveiller, peu importe à quel point tu t'essaies. C'est marrant que tu me dises ça parce que d'après moi, c'est un débat. On part tout de suite dans des débats qui sont assez philosophiques. D'après moi, et c'est ma conviction intime, on est le produit de notre environnement, mais c'est pas sain de le penser. Mais il faut penser qu'on ne l'est pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'en fait, on n'est que la somme de nos expériences d'avant et de l'environnement dans lequel on a grandi. Mais il faut essayer de se persuader que ce n'est pas le cas pour essayer de le transcender. Tu vois ce que je veux dire? Mais quoi qu'il arrive, si tu essayes de transcender ça, c'est quelque chose quand même qui est impliqué par le fait que tu es le produit de ton environnement. Si tu arrives à me suivre, et je suis peut-être en train de passer pour un fou. Mais... Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est un peu vrai parce que moi, je l'ai moi-même expérimenté avec... tu vois, j'ai pas particulièrement plongé dans explorer, par exemple, 9/11, puis Al-Qaïda. Je savais qu'il y avait des trucs relativement croches par rapport à ça. Moi, ce qui m'a vraiment fait pousser la réflexion plus loin, c'est vraiment le COVID. Le COVID, au Canada, c'était vraiment intense. Puis la première fois que la nouvelle est arrivée, il y a un virus, ma mère s'est inquiétée. Littéralement 3 jours, je te dis. Puis après, elle était plus red pill que moi parce que, bon, elle vient de la Pologne. Même chose pour mon père, même s'ils sont séparés, tu sais. Puis moi, j'ai naturellement compris aussi qu'après une semaine, là, que c'était de la bullshit, tu vois. Fait que je suis un peu d'accord là qu'effectivement, on est un peu des résultats de notre environnement, mais bon. Mais après, c'est qu'il y a il y a différents types de bitcoiners, je pense. C'est un peu peut-être manichéen de dire ça, mais je pense que tu peux quand même tirer des schémas. Il y a les mecs en général qui viennent de la tech, donc qui sont plutôt le code, le ceci, le cela. Il y a des gens qui viennent plutôt de la finance, qui avaient compris l'aspect monétaire, tout ça. Et il y a des gens qui viennent de la politique. Et moi, personnellement, je viens plutôt de l'aspect politique du Bitcoin. Et je connais pas mal de personnes qui viennent de la tech et qui n'avaient pas pris la red pill par rapport au monde dans lequel on est. Et le fait de connaître le Bitcoin et de creuser bien dans le rabbit hole, en fait, quoi qu'il arrive, ils y arrivent, en fait. Et moi également, sur plein de sujets, la communauté Bitcoin m'a aidé à comprendre. Par exemple, j'étais pas forcément pro souveraineté individuelle, pro armes avant d'être dans la communauté Bitcoin. Maintenant, je le suis plus. J'étais pas forcément totalement libéral dans la politique avant, et maintenant je le suis beaucoup plus. Donc le Bitcoin, découvrir le Bitcoin m'a changé aussi dans ma vision politique des choses, quoi. C'est ça qui m'impressionne avec la communauté de Français maximalistes Bitcoiners, c'est que on dirait qu'ils sont plus loin de ce genre d'idéaux, vu qu'ils sont plus loin des États-Unis ou peut-être des endroits d'origine où ça a été créé. Fait qu'ils se distinguent vraiment, par exemple, des autres Européens, des autres Français. 100%. Alors que, tu vois, même les Québécois, même s'ils sont très endoctrinés, ils sont quand même plus proches, plus l'idée de l'Amérique et tout ça. On dirait qu'il y a plus de place, on dirait qu'il y a plus l'idée de liberté est comme plus intégrée. Donc, ça doit être vraiment difficile de faire un peu le saut, là, surtout en France, là, comme je le perçois. Je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours été un petit peu connecté à la sphère américaine, parce que je trouve que il y avait plus de valeur ajoutée. Mais ça creuse très, très, très loin. On est un pays en France qui, l'ADN des gens est républicaine, socialiste. Même les bitcoiners, la plupart, même les mecs qui sont hardcore bitcoiners, ils ont quand même un petit peu ce côté socialiste qui vient de l'éducation nationale, de l'école et de l'apprentissage de la vie. Et c'est vrai que moi, du coup, vu que ça fait 3 ou 4 ans que je suis beaucoup sur Bitcoin Twitter, que j'échange les idées et que je baigne un peu dans cette communauté un peu plutôt américaine, un petit peu, qui est vraiment axée
souveraineté individuelle, propriété, tout ça. Et à Noël, je suis allé boire un verre avec des amis et je leur ai dit que moi, j'étais pas forcément pour le public healthcare, tu vois, la couverture maladie payée par l'État, parce que quand c'est l'État qui paye pour l'hôpital, tu es un peu redevable de l'État à l'État par rapport à ta santé, à toutes ces choses-là. Et les mecs, ils ont pété un câble, quoi. Ils étaient persuadés que j'étais un fou, tu vois. Donc c'est quelque chose qui est très 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 ancré, et le français ne peut pas penser en fait que la solidarité puisse exister en dehors de l'État. Donc en gros, tu leur dis non mais on va arrêter la public healthcare, et ils pensent que les gens ils vont mourir dans la rue et que ça va être Armageddon. Alors que d'après moi, c'est l'inverse en fait. Dans un système où tu ne comptes pas sur l'État en fait pour t'aider quand tu es dans la merde, que ce soit la santé ou autre chose, et ben en fait, ça t'incentive à créer des connexions avec les gens, créer des communautés, connaître son voisin, lui dépanner des trucs qu'il en a besoin. Et en fait, la solidarité, quoi qu'il arrive, elle va exister en fait. Mais les gens, dans leur matrice de pensée, ils sont persuadés que sans l'État, la solidarité n'est pas possible. Et ça, c'est un truc qui me rend fou. Et même les bitcoiners maxi français, ils sont pas forcément sur la même longueur d'onde par rapport à moi, par rapport à ça avec moi. Je comprends. Pour nous, ça nous semble très logique comme pensée et idée, donc c'est difficile de communiquer avec des gens qui pensent contrairement le contraire. Mais comment toi, t'amènes justement ces idées-là? Peut-être c'est plus facile de commencer par les bitcoiners qui ont déjà peut-être des idées un peu plus avancées, là. Comment t'amènes peut-être... Est-ce que tu essaies d'amener un peu cette philosophie, cette façon de voir les choses parmi les bitcoiners français, un peu plus libertarienne? Chaque chose en son temps, déjà. Ouais. Chaque chose en son temps. Parce que déjà, en France, on avait une communauté qui était très shitcoiner. Déjà, la communauté dans son ensemble, il y avait très peu de bitcoin maximalistes en France. C'est pour ça que moi et, par exemple, des gars comme 200Cake et autres, on tweet tout le temps en anglais. Parce que de base, dans la communauté française, mais ça commence à se créer petit à petit, il n'y avait pas trop de culture maximaliste. C'est-à-dire que tu vas les Bitcoin Meetup officiels à Paris, au Soft Bar et toutes ces choses-là, c'est des meet-up Bitcoin, mais crypto-friendly, quoi. Blockchain, un peu. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Donc la culture un peu maximaliste, comme vous en avez une magnifique à Montréal, c'est quelque chose on n'est pas encore là en France. Et donc du coup, chaque chose en son temps en fait. Mais oui, il faut. Après, ça prend du temps, faut se former, faut lire des livres, et après faut être. Je pense que faut aussi s'intéresser à ce qui se passe à l'étranger aussi. Et si tu parles pas anglais, tu peux pas avoir accès à ce genre de contenu non plus. Donc il y a aussi la barrière de la langue. Il y a beaucoup de bitcoiners qui sont français, qui sont pas super à l'aise en anglais. Moi, j'ai eu la chance d'habiter un petit peu en Angleterre et aux États-Unis. Du coup, je suis assez fluent en anglais et j'ai pas de problème à faire de consommer du contenu en anglais. Mais il y a des gens, ils sont pas forcément à l'aise là-dessus. Mais ça avance, par exemple. J'ai pas mal d'amis bitcoiners, donc notamment Thibaut, Théo et Anto, tout ça, qui traduisent des articles en anglais, en français, qui les mettent à disposition des gens. Donc ça, on y vient, je pense. Non, mais je suis d'accord avec toi que la barrière de la langue est quelque chose de très important, là. Au Québec, c'est encore plus... ça se remarque encore plus parce qu'on est moins, on est juste 8 millions. Puis il y en a beaucoup qui parlent juste français, ou du moins qui n'écoutent pas les news en anglais, ou qui ne s'intéressent pas tout simplement à tout ce qui est anglais. Donc ça fait vraiment une société plus fermée aux idées extérieures. Donc il y a moins de communication. Donc j'admire le travail de traduction, là. Il y a aussi, je pense que tu connais David Saint-Onge. Oui, David, bien sûr. Qui était à la conférence Surfing Bitcoin à Biarritz. On s'est rencontrés là-bas.
Exact. Lui, il est parti en mission, il traduit plein de livres en français et tout ça. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de contenu francophone, là, un peu Bitcoin maximaliste, Il y ben, pas a nécessairement Bitcoin Rog- maximaliste, mais axé sur le Bitcoin. Là. Roxy aussi, qui a une chaîne YouTube, découvre Bitcoin, qui fait du Oui, très très bon boulot. ça c'est incroyable. Ça, c'est Mm, mm, mm. définitivement intéressant. Super. Euh, comment tu vois le français moyen qui se fait présenter le Bitcoin, peut-être, parce que là, tu as souri quand j'ai juste dit français moyen. Donc, Ouais. peut-être tu peux commencer là-dessus, comment tu vois le français moyen. Et ensuite de ça, comment tu vois le français qui se fait exposer au Bitcoin et c'est quoi sa première réaction générale? C'est quoi son C'est feeling? c'est difficile de parler du français moyen parce que tu imagines bien que c'est un spectre qui est assez large. D'après moi, le français moyen, il se pose pas trop de questions. C'est-à-dire qu'il va trouver un emploi en CDI. CDI, c'est contrat de durée indéterminée. Il va faire un prêt et il va acheter une maison. Et en fait, le fait que la planche à billets roule à toute berzingue et que du coup, il y a beaucoup de création monétaire, donc du coup, tous les biens comme l'immobilier face à l'euro, ils augmentent. Et ben en fait, ils pensent toujours qu'acheter de l'immobilier, c'est une très bonne affaire. Alors que c'est pas l'immobilier qui monte fondamentalement, c'est juste la monnaie qui s'écroule. Et je pense s'ils arrivaient à faire ce shift-là, à comprendre que c'était pas les biens immobiliers qui augmentent en valeur, mais que c'était la monnaie qui s'effondre et le prix du bien immobilier ne n'évolue pas, bah déjà je pense on passerait un petit cap. Mais bon, ça nécessite de comprendre un petit peu comment la monnaie est créée. Et puis, tu sais, les gens, ils se posent pas de questions, hein. Je pense que c'est Svetsky qui en parle pas mal dans ses articles sur Bitcoin Magazine et dans son podcast. La masse, de toute façon, elle suit la pensée dominante. Donc, quand la pensée dominante, c'est il faut se faire vacciner, il faut porter des masques, les gens, en fait, ils ne réfléchissent pas et ils suivent, en fait, le message officiel. Et si demain, le message officiel, c'est le Bitcoin, ils adopteront le Bitcoin sans froncer les sourcils, en fait. Mais ouais, sinon, après, moi, il m'est arrivé des trucs marrants. Des fois, j'essaye de parler de Bitcoin à des mecs, à des Parisiens, mais les mecs, c'est la génération Canal+, ils sont brainwashés par le global warming, le ceci, le cela, donc c'est même pas possible de discuter avec eux, quoi. Donc moi, je t'avoue que mes 3 premières années dans Bitcoin, j'étais à fond. Bah, c'est ma photo de profil sur Facebook, Twitter. J'allais aux manifs avec des panneaux Buy Bitcoin. C'est-tu les J'étais un gilets jaunes, là? Ouais, c'était les gilets Ouais. jaunes. Ouais. C'était en Ah. 2018-2019. J'étais à fond. C'était un peu ma phase d'épiphanie où je voulais orange peel tout le monde. Et maintenant, je suis plus, j'ai plus une vision des choses qui est laid back. J'essaye pas trop d'orange peel les gens et s'ils me tendent le bâton et que je vois qu'ils commencent à tilter un petit peu, bah là je m'enfonce dans la brèche et et j'y vais. Mais c'est vrai que c'est assez. Bah justement, l'été dernier, je suis allé à une manif anti-pass vaccinal avec mon panneau Bitcoin. Je sais plus ce que j'avais marqué dessus. Et c'est vrai que tous les gens, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, mais quel est le rapport entre le pass vaccinal et le Bitcoin? Et les gens, ils étaient là, mais c'était inconcevable en fait. Et donc, du coup, je pense qu'il y a encore du chemin. Mais bon, petit à petit, hein, c'est des choses qui sont pas faciles à comprendre. Il y a beaucoup de prérequis aussi. Faut s'intéresser à plein de choses, mais je pense qu'on y arrive, hein. Ouais, c'est cool. Moi, il y a quelque chose qui s'appelle les Tam-Tam au Mont-Royal, à Montréal. C'est des personnes qui viennent jouer au Tam-Tam un peu buzzés, là. Ils se fument des joints le dimanche. Puis moi, j'ai Mmh. débarqué avec un gros drapeau de Bitcoin, là, puis on a juste eu du fun, puis il y a plein de monde qui venait de parler. Mais je voulais l'amener aussi à une manifestation contre les mesures sanitaires, mais ça avait donné que je l'avais oublié. Donc, mais sûrement qu'il y aurait eu des,
des réactions similaires, là, c'est quoi le rapport, là, mais alors que c'est Ouais. toutes les... Après, il y a un use case qui est assez pas mal, mais il y a pas mal de gens qui font le pas là-dessus. Mais moi, j'ai réussi un petit peu à Orange Peel, mon frère, là-dessus. C'est le côté insaisissable. C'est-à-dire que moi, j'ai un frangin qui a des business, tout ça, il a un peu de cash, ceci, cela. Il déclare pas forcément tout. Et ça lui est déjà arrivé, en fait, il y a quelques années, de se faire taxer par le gouvernement. Il avait des impôts à payer et ils ont pris tout sur son compte en banque sans lui demander du jour au lendemain. Et du coup, quand je lui ai exposé un petit peu ce que c'était le Bitcoin, je lui ai dit, si tu as de l'argent en Bitcoin, personne ne peut y toucher, quoi. Tu peux pas te faire taxer, c'est plus sécurisé que du cash, tout ça. Et c'est vrai que c'est un argument qui résonne pas mal pour certaines personnes. Notamment, moi, j'ai plusieurs activités, mais il y a une de mes activités, c'est de faire des clips. Je suis réalisateur, je fais de la vidéo. Et mes clients, c'est beaucoup des rappeurs. Nice. Qui du coup, tu sais, leur métier, enfin voilà, ils sont dans les business et dans tous ces trucs un peu sous le manteau, quoi. Chelou. Chelou, exactement. Et quand tu leur dis que le Bitcoin, c'est quelque chose qui est numérique, mais qui est insaisissable et qui grandit en valeur, et ben là, les mecs, ils tiltent, quoi. C'est les mecs des quartiers. Ouais. Ouais. Et toi, t'as dit, tantôt, t'as critiqué les Parisiens, mais toi, t'es-tu parisien ou t'es d'une autre région? Moi, j'ai grandi dans une petite région qui s'appelle l'Auvergne. Après, j'ai voyagé un peu, j'étais un peu dans différents endroits de France. Et je suis arrivé à Paris à 24 ans. Et maintenant, j'ai 29 ans. Donc, ça fait Ok, 5-6 ans. C'est 5-6 ans que je suis à Paris. Ok, nice. Mais je suis curieux un peu plus sur les rappeurs. Est-ce que tu as des histoires un peu plus poussées par rapport à ça? Donc, parce que Non, pas. la scène est incroyablement grande là, en France, le rap Ouais, français, tout ça. Donc, peut-être c'est tu as des histoires intéressantes là. c'est devenu la culture dominante. Le rap, c'est assez intéressant parce que moi, j'ai toujours écouté du rap depuis que je suis gamin. C'est mes grands frères qui écoutaient ça. Mhm. Et c'est vrai que quand j'étais au collège, lycée, écouter du rap français, c'était pas trop à la mode, quoi. Je Mhm. m'en souviens quand j'étais au lycée, si tu voulais draguer une nana, fallait surtout pas dire que t'écoutais du rap français, quoi. Wow. Et c'est marrant, la vapeur, c'est complètement inversé il y a quelques années, là, il y a 4-5 ans à peu près, en 2017 Mhm. à peu près, 2016, entre Ouais. 2015 et 2020. Et aujourd'hui, bah, le rap, c'est la nouvelle pop, quoi. C'est Mhm. de loin la musique qui vend le plus, c'est la culture dominante, en fait. Mais après, Mhm. moi, c'est un monde dans lequel j'essaye de m'écarter un petit peu parce que mes valeurs sont pas trop proches de ce monde-là. J'avais aussi une marque de vêtements de sport, Mhm. de streetwear, que j'avais Mhm. lancé en 2016 avec mon frangin. Et pareil, je me suis un peu écarté parce que c'est un peu pic fiat, tu vois. Ouais, je C'est pas comprends. forcément des valeurs dans lesquelles j'ai envie de faire ma bosse, quoi. Je comprends. Euh, Question à part, là, ça n'a pas trop rapport au podcast, mais j'ai un ami rappeur québécois qui est en train de quand même percer en France qui s'appelle Roger. Tu connais-tu par hasard? Non, le nom, ça me dit quelque chose. Alors attends. Il y avait Jeune Loup qui était assez connu. Ouais, il Il est est décédé avec. d'ailleurs. Ouais, il est décédé. Roji, ça s'écrit comment? Rowjay. C'est comme un J. jeune Italien de Montréal, donc vraiment. Ça me dit quelque chose parce que, alors, moi, j'avoue que dans ma bande de potes, je suis pas le mec qui va découvrir des nouveaux artistes. Forcément, j'écoute tout le temps les mêmes Mhm, musiques. Mais mhm. j'ai un ami qui est à fond dans le rap de Montréal et il m'envoie souvent des artistes, donc c'est possible que c'était dans sa liste. Ouais. Je pense qu'il va. Si c'est à fond dans Montréal, c'est sûr qu'il le connaît, mais il est vraiment en train de percer. C'est comme le. C'est difficile pour les rappeurs québécois de percer en France, là, parce qu'il y a comme une barrière culturelle, mais lui, c'est l'un des premiers qui réussit vraiment à percer. Mais bon, c'était Ok. pas rapport. Ouais, 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 non, mais c'est noté, je l'ai noté là, je le C'était prévois un sur le ami prêt. à moi du cégep, là, puis il a fait une chanson Ok. qui s'appelle Cryptocurrency, mais c'est un peu Ah, shitcoiner. ah. On était Ouais, déçus. bah, j'imagine. J'imagine. Faudrait le sponsoriser avec Bull Bitcoin pour qu'il fasse du contenu maximaliste. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, on n'a pas l'intention de se lancer en France
en affaires encore. Là. Je sais que, ben, tu vois, Thibaut et tout ça, Ouais. je pense qu'il en parle un peu. Là. Ça a l'air très difficile de lancer un échange de Bitcoin en France. Est-ce que tu as un peu d'infos là-dessus? Avec le côté juridique, tu veux dire? Oui, exact. Ouais, c'est la PSAN, les trucs, les ceci, les cela. D'après moi, on vit dans un monde, il faut faire jouer un peu le Sovereign Individual Thesis, et faut être malin. Faut être malin et faut pas se dire... Le problème, c'est que les Français, ils sont trop en mode oui, mais j'ai envie d'apporter... Non, moi, je pense qu'il faut être plus malin que ces gens-là. Il faut domicilier son business en Suisse, en Estonie. Après, moi, je connais pas, hein, je suis pas dans le business du Bitcoin Exchange, mais je pense que si je devais ouvrir un Bitcoin Exchange en France, je le domicilierais en Angleterre, en Estonie ou peut-être en Suisse, et après j'essaierai d'opérer sur le marché français, parce que c'est vrai que le marché français, bah, tu connais la législation est très difficile, c'est très difficile d'avoir les licences, tout ça. C'est très lourd. Je comprends. Mais pour revenir juste, pour terminer la parenthèse sur les rappeurs, je pense que dans le monde dans lequel on vit, en fait, et c'est un petit peu le problème, dès que tu as une communauté et que tu es quelqu'un de connu, que ce soit dans le rap ou dans autre chose, en fait, tu n'as aucune incentive à être un Bitcoin maximaliste, en fait, à court terme. Parce que ces mecs-là, ils peuvent arriver, lancer un NFT, et en un clic, ils vont récolter entre, j'en sais rien, 50 000 et 200 000 euros, en fait. Et du coup, aux yeux de nous, les Bitcoin maxi, ils vont perdre leur crédibilité. Mais eux, ils s'en foutent parce qu'ils savent même pas qui on est, en fait. Et c'est vrai que si tu es un petit peu honnête et que tu te mets à la place d'un rappeur ou quoi que ce soit qui connaît rien au Bitcoin, tu n'as aucun intérêt à ne pas faire un NFT. Parce que ça va te coûter 2000 euros de faire un design d'un singe. Tu vas le mettre sur une plateforme et si tu as une bonne communauté et que tu es un gars connu, tu vas récolter des dizaines de milliers d'euros. Donc, c'est un petit peu ça le problème, quoi. Ouais, effectivement. D'ailleurs, justement, Roji, le rappeur que je te parle, lui, il a fait un NFT avec un de ses tweets, mais comme vraiment plusieurs mois avant le gros hype des NFT, là, comme avant que la personne sache avant c'était quoi. Là, puis lui était comme un peu avant-gardiste par rapport à ça. Il l'a vendu 40 $. C'est comme c'était pas. Tu peux pas leur en vouloir. Les mecs, c'est difficile d'être un artiste, hein, parce que les streams pour en vivre, tu vois, hein, tu as juste à regarder sur Google. Hein, si tu fais 1 million de vues, tu gagnes quoi? Tu gagnes, j'en sais rien, ça doit être sur les plateformes de streaming, ça doit être entre 200 et 500 euros peut-être. Non, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. En fait, les artistes maintenant, ils font plus de l'argent avec leur musique en tant que telle, ils font de l'argent avec les marques qui représentent, les shitcoins qui vont pump and dump, ou les concerts. Ou les concerts, mais le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus de concerts avec le Covid. Ouais, c'est vrai. Mais en France, c'est pas revenu quand même. Si, c'est revenu. J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire un petit pas en arrière, là. Ah ouais? Ok. C'est bon, ça, ouais. On l'a tous un petit peu vu, hein, depuis que... C'est quand? C'est il y a 2 semaines, là, on est le 27 janvier aujourd'hui. T'as Bill Gates qui est arrivé, qui a dit oui, en fait, le Covid, c'est pas trop dangereux. Ça va être quelque chose qui va rester comme la grippe. Et donc là, on se dit, ok, t'as le mec, le suprême overlord qui commence à changer son fusil d'épaule. Derrière, une semaine après, t'as le... Et il parle du smallpox aussi. Le? Pardon? Il parle du smallpox aussi. Donc, smallpox en français, c'est... La vira? Non. La variole. Ah, la variole, peut-être. Ouais. C'est difficile à suivre. Mais derrière, tu as l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui commence à faire un backup derrière. Donc là, c'est assez intéressant. Parce que là, je pense qu'on est dans une zone grise où les mecs, j'ai l'impression qu'ils avaient tout misé sur la propagande sur Omicron. C'était vraiment le truc... Mais j'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte que la réalité était complètement déconnectée et qu'ils n'arrivaient plus
à avoir la main mise sur la narrative, dans le sens où Omicron, c'est plus léger qu'une grippe, c'est plus léger qu'une gastro, c'est rien en fait. Ça te fait un petit peu mal à la tête, t'es fatigué, mais c'est vraiment rien. Et du coup, je pense qu'ils se sont dit, là, on peut plus tenir la narrative, on est en train de perdre des rênes. Et je pense qu'ils sont en train de faire un petit backup, enfin, de faire un petit pas en arrière. Enfin, on le voit un petit peu à l'échelle mondiale. Alors, la question à se poser, c'est est-ce qu'ils vont revenir avec un variant, un variant islamique, un variant d'Irak ou j'en sais rien, dans quelques mois? Est-ce qu'ils vont changer la narrative sur cyber attack, de créer un truc où ils se disent des attaques numériques sur l'Internet? Est-ce qu'ils vont revenir avec global warming? On ne sait pas. Ce qu'il y a, c'est qu'ils veulent, ils ont leur agenda pour 2030 de Great Reset. Et ce qu'ils veulent, d'après moi, là maintenant, c'est mettre Know Your Customer sur l'Internet, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent que l'accès à Internet soit connecté à ton identité digitale. Donc là, je pense que le projet dans les prochaines années, c'est de balancer ça. L'identité numérique et l'obligation, voire la criminalisation de la connexion à Internet sans l'identité numérique. Et pour ça, d'après moi, ils vont devoir passer par un espèce de 11 septembre, de 9/11, de la cyberattaque, faire un gros coup qui va choquer les gens et qui ensuite va légitimer toutes les mesures de restriction de la liberté sur Internet qui vont suivre. C'est ça, ils vont appliquer un peu les mêmes concepts de vaccination. Tu vas avoir ton appareil mobile, disons, qui est considéré comme propre parce qu'il a été identifié, qui est registered par l'État. J'aimerais parler de plus de ça, mais il y a un point que j'ai vu aussi, là, que tu mentionnais dans tes tweets, c'est que j'ai l'impression qu'on s'est fait un peu... Parce qu'il y a des psy-ops partout. Peut-être c'est eux qui nous poussent un peu le sujet de la pandémie, de cybersécurité, toute cette merde-là. Tu sais pas l'information devient où, parce que même eux, ils pourraient la manipuler pour nous faire croire ça alors qu'ils sont en train de faire autre chose. Ouais. Donc, la théorie principale, pas la théorie, mais ce qui ressortait le plus, c'est OK, bon, la prochaine chose, ça va être le passeport environnemental, le passeport cybersécurité. Mais là, en ce moment, ce qu'on est en train de voir, c'est une création d'hostilité entre la Russie et les États-Unis qui est complètement orchestrée de A à Z par les médias, d'après ce que j'ai vu. Puis j'ai vu aussi que tu postais là-dessus, donc je sais pas si tu as une opinion également. Toi, tu es plus proche, de... C'est marrant parce que j'ai un ami bitcoiner, MDBTC, shout-out à lui, s'il écoute ce podcast, qui lui est à Kiev. C'est un Français bitcoiner maxi qui est à Kiev et on est dans des groupes ensemble, du coup on discute souvent. Et lui, il me dit, sur place, il se passe rien. C'est de la... Mais en fait, quand tu as compris un petit peu comment les psyops se sont passés pour la guerre en Irak, pour la guerre en Libye, pour essayer de faire tomber Bachar el-Assad en Syrie, ça c'était un peu après, c'était en 2013-2014, tu comprends qu'en fait c'est toujours orchestré. Et c'est marrant quand même qu'ils sortent la carte de la bonne vieille ingérence américaine, ce qui marche tout le temps, quoi, de la bonne guerre américaine, qui te sortent cette carte-là 2 ou 3 semaines après avoir commencé à faire le backup sur le Covid, quoi. Donc, c'est difficile à savoir. Moi, je pense que on verra. Mais la cyberattaque, ça me paraît quelque chose de crédible. Et aussi, il y a le fait que faire monter la pression avec la Russie pour que la Russie bloque les arrivées de gaz en Europe. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser. La seule chose que je sais, c'est que le système a besoin d'un ennemi pour exister. Et ils ont surtout besoin d'un ennemi pour légitimer leur politique draconienne et pour avancer vers leur objectif de Great Reset avant 2030. Et ça, ils vont trouver... on ne sait pas ce que ça sera. Ce sera peut-être global warming, ce sera peut-être cyberattaque, ce sera peut-être ingérence militaire, problème d'accès au gaz et tout ça, soit le Covid,
soit toutes ces choses-là en même temps, soit un autre truc qui ressorte de leur chapeau magique. Mais c'est sûr qu'ils vont avancer dans cette direction-là, quoi. Moi, j'ai l'impression que tout converge vers le méga scam du global warming. Parce que c'est l'ennemi invisible parfait, tu vois. Parce qu'au moins un virus, bon, tu peux l'échantillonner, tu peux le tester un peu, tu vois. Tu peux manipuler les statistiques, mais avec le climat, c'est encore plus pire parce que c'est incalculable, c'est impossible à calculer. Puis n'importe quelle situation, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il fasse tiède, qu'il fasse... Tu comprends? Tu peux le blâmer sur le global warming. Fait que moi, j'ai l'impression que ça converge ultimement vers ça, mais... 100%. Ouais. C'est sûr que le global warming, c'est le projet de fond sur lequel ils travaillent le plus. Ça, c'est sûr. C'est la narrative de fond, c'est la colonne vertébrale de leur système de domination, quoi. C'est assez fou. Moi, j'ai un oncle qui travaille dans le BTP, donc dans la construction de bâtiments. J'étais avec lui à Noël, du coup. Et il me disait qu'il achetait ses briques pour construire ses maisons en Allemagne. C'est pas très loin, l'Allemagne. Parce que les briques sont moins chères, de meilleure qualité. Et du coup, lui, il avait l'habitude d'acheter ses briques en Allemagne. Et maintenant, là, depuis cette année, là, ils lui ont imposé des taxes carbone. Du coup, il est obligé d'acheter ses briques dans la même région où il est. Il n'y a que des clowns qui font des briques pas bonnes et overpriced, trop cher. Et du coup, en fait, lui, il vit dans un espèce de monde où, en fait, il est obligé de sacrifier ses choix économiques qui sont normaux, c'est-à-dire tu vas vers le moins cher et la meilleure qualité, juste pour respecter ces politiques qui sont tirées par les cheveux et qui ne veulent rien dire, pour aller acheter un mec à 200 km qui fait n'importe quoi. Mais pour pour continuer là-dessus, c'est marrant parce que l'un de mes tout premiers souvenirs d'enfance, où j'étais en maternelle, j'étais allé à l'école et on m'avait dit qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone qui s'agrandissait à la vitesse d'un cheval au galop et que si on faisait rien, on allait finir brûlé et sans oxygène. Et c'était un de mes plus anciens souvenirs d'enfant. J'étais rentré chez mes parents, j'étais terrorisé. Je pensais qu'on n'allait plus avoir à respirer. Et l'histoire nous a prouvé que cette histoire de couche d'ozone, c'était psyop total, ça n'a jamais été un problème. La couche d'ozone, ça fait des millions d'années qu'elle s'ouvre et qu'elle se referme et que ça n'a rien à voir avec les émissions de CO2. Mais laisse-moi juste... je pense que... Parce que justement, le problème de la couche d'ozone, moi aussi, je me rappelle, c'était quelque chose... Puis que, ultimement, c'était dû à des aérosols spécifiques. Puis là, oui. Il disait que c'était les produits qu'on mettait dans les maisons, là, les psh, dans les maisons qui faisaient trop de la couche d'ozone. C'est des malades. Non, vas-y, excuse-moi. Non, pardon. Non, j'avais fini. Hein. Il y avait ça, ouais. Après, il y a eu le... C'est intéressant. Il y a certains sujets comme ça que... malgré que la communauté Bitcoin elle soit très based, il y a des sujets où il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le fait, par exemple, le VIH, le sida. C'est un rabbit hole qui est fascinant à aller à rentrer dedans parce que quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que c'était comme le Covid, il y avait beaucoup de points d'interrogation où on se dit c'était un peu quelque chose qui avait été orchestré, mais donc voilà, tout ça pour dire que ils maîtrisent les narratives, quoi. Mais c'est fou parce que comment ça s'intègre même, tu as dit justement, un de tes souvenirs d'enfance, ce qui est malheureux parce que l'enfance, c'est pas supposé être un moment de terreur et de peur. C'est supposé être un moment où tu apprends beaucoup de choses, des trucs positifs, de l'optimisme pour l'avenir, bon, le monde n'est pas parfait, il y a des trucs à changer. Donc, c'est fou que ça commence à partir de l'enfance, que c'est même intégré au sein de garderies ou d'écoles primaires. Les enfants sont tellement conditionnés à croire ou avoir peur.
à servir comme de l'agent de l'État dès leur jeune enfance. Puis je le vois ici un peu, tu vois, au Mexique, je vois des enfants courir, jouer dans la rue sans masque, être des enfants, quoi, tu vois. Mais si je compare ça, par exemple, aux enfants québécois, où il y a des enfants qui se font inviter à la télé pour se faire demander. Je sais pas si tu as vu là, la vidéo de Julie Snyder. Ah, c'est de l'horreur, mon gars. Dans le fond, Julie Snyder, c'est comme une animatrice de télé très connue qui a marié comme le PDG d'un des plus grands médias québécois. Elle a sa propre... son plateau de télé, là, où elle parle de tout et n'importe quoi. Et ils ont invité des enfants, puis ils ont demandé qu'est-ce que vous pensez de la vaccination obligatoire. Puis les enfants répondent, ben, on devrait appeler la police. On devrait, là ensuite, le deuxième enfant il dit, ben, on devrait leur enlever petit à petit tous leurs droits afin qu'ils soient obligés, tu sais. Puis là, tu regardes ça, puis t'es comme, OK, c'est vraiment... leur stratégie commence même à partir de l'enfance, là. C'est horrible. C'est fou. Moi, tu sais, en 2020-2021, là, j'étais en mode... il faut se battre, il faut ceci. Et quand j'ai vu les gens, les parents d'enfants, parce que j'ai une école en face de chez moi, amener leurs enfants de 6-7 ans à l'école en les tenant par la main avec des masques, je me suis dit, ces gens sont fous, on pourra pas les sauver, quoi. Ouais, et c'est vrai que moi, l'histoire du Covid, ça m'a assez... Bon, j'étais déjà un peu axé là-dessus par rapport à la théorie des gens, apprendre à tes enfants que tu n'es pas un petit garçon, tu n'es pas une petite fille, tu choisis ton sexe, ton ceci, cela, des enfants au primaire ou en maternelle. Moi, vraiment, je vais tout faire dans ma vie, j'ai pas d'enfants pour l'instant, pour ne pas mettre mes enfants à l'école républicaine, quoi, parce que ça fait flipper entre le global warming, la théorie des genres, les masques, le Covid. Alors, je sais pas si je serai en capacité de faire du homeschooling, j'espère, ou peut-être les mettre dans des écoles catholiques, et encore, je sais pas si c'est beaucoup mieux, mais ça fait flipper, hein. Ça fait flipper, hein. Ben, moi, je t'avoue, c'est une des raisons pourquoi j'ai quitté le Canada, parce que je me suis dit, je vais jamais élever mon enfant ben, j'ai pas d'enfant encore non plus, mais je vais jamais élever mes enfants dans un contexte comme ça. Ils vont devenir fous, là. C'est triste, mais bon. Mais d'ailleurs, c'est un peu tout ce qui est un peu le point de vue traditionnel de famille qui s'intègre aussi dans la vision des Bitcoiners un peu de plus en plus. Justement, comme tu as dit, l'autosuffisance, le fait d'avoir des plus grosses familles, parce que si on veut repeupler le monde avec les valeurs qu'on croit qui sont bonnes, en fait, qu'on croit, mais on est pas mal sûr qu'ils sont bonnes, ben, il faut faire des enfants, mais on les fait où, tu sais, est-ce que toi, tu penses que ta citadelle où tu vas pouvoir peut-être éventuellement élever une famille, c'est en France? Est-ce que tu vois cette possibilité-là qu'il y a un endroit quelque part en France où se cacher, ou c'est pas c'est plutôt difficile, non? Tu sais, c'est comme tout, il y a différentes choses, il y a différents facteurs qui sont à prendre en compte. Il y a le fait que moi, je pense que si tu es en France, en fait, je pense ce qu'il faudrait, c'est essayer de reprendre un petit peu la campagne et créer des communautés entre bitcoiners, faire de l'économie circulaire, c'est-à-dire en bitcoin. Tu vois, il y a un mec qui fait du lait, un mec qui fait qui élève des vaches, et essayer en fait de partir à l'extérieur des villes et de créer des communautés où on fait du business entre nous, sans déclarer à l'État, sans déclarer en essayant de payer en bitcoin. Et je pense que c'est possible si on fait quelque chose comme ça. Mais après, ça va. Faut voir où on va, quoi. Faut voir où on va. Après, c'est vrai que il y a différentes choses à prendre en compte, parce qu'après, t'as tes parents, ta famille qui sont ici. À un moment donné, t'as tes parents qui commencent à vieillir, qui commencent à pas être forcément 100% autonomes. C'est pas mon cas, hein, mais je réfléchis dans le futur, tu vois. Et du coup, moi, je pourrais pas me permettre de... Enfin, je suis trop attaché à ma famille et à mes valeurs.
je pourrais pas me permettre de faire ma vie au Mexique Mhm. et d'avoir mes parents en maison de retraite en France. Tu vois ce que je veux dire? comprends. Moi, j'ai une Absolument. vision très. Je suis d'origine italienne un petit peu. J'ai une Mhm. vision. Moi, mes parents, on les met pas en maison de retraite. On les met dans la maison avec la famille et il y a le feu et on écoute les anciens qui racontent des histoires. Et je pense que Mhm. c'est. Donc, je suis un peu tiraillé entre ce côté sovereign individual, faut partir de la France et j'ai envie de partir et je pense que je le ferai et j'ai encore le temps de le faire. Mhm. Et de se dire, mais pour me settle et pour m'enraciner quelque part, je sais pas si je pourrais le faire ailleurs qu'en France par rapport à ces choses-là. Et je pense que dans nos sociétés, c'est assez important parce que dans nos sociétés occidentales, on a vraiment un petit peu perdu quelque chose qui est très important pour moi, le respect des anciens, Mhm. le fait qu'on doit apprendre de nos anciens, qu'on ne doit pas les mettre en maison de retraite et toutes ces choses-là. Donc je suis un peu Mhm. tiraillé entre le côté nique la France, je vais aller à Elzonte et je vais Mhm. vivre en mode digital nomade, et le Mhm. côté non, c'est important de rester en France, la tradition, la terre de mes ancêtres, Mhm. et prendre soin des miens, tu vois. Donc je suis un peu tiraillé entre ces deux choses-là. Je comprends entièrement, puis je vis un peu avec le même challenge. Tu vois, ma mère, par exemple, elle vit au Canada encore, puis je dois la sortir de là d'une façon ou d'une autre. Mais je Mais c'est suis difficile, tu entièrement. vois, qu'une personne Ouais. de 50, 60 balais, tu peux pas l'amener à Elzonte, tu vois ce que je veux dire? Non, non, c'est ça, exactement. Donc, il faut trouver des alternatives. Le- Moi, ma question, c'était plus justement, est-ce que en France, c'est quelque chose qui va être possible parce que je comprends entièrement le fait de devoir rester pour prendre soin des parents, ça, c'est quelque chose Mm, que je respecte puis je crois qu'il est très important. Mais la question est-ce qu'il va pas arriver un scénario éventuellement en mm, France, OK, mm, t'as mm, mm, 65 ans, on t'envoie dans le goulag des vieux, tu vois. Est-ce que c'est mm, une mm, mm. possibilité? Est-ce que c'est Moi, ce qui me fait plus dans ce contexte-là? Parce qu'au Canada, j'ai l'impression que ça s'en vient de plus en plus dans cette direction, surtout si la Mm, mm, population mm. continue à vieillir. Puis tout ça, c'est quoi le genre de société qui va se créer là, avec euh, il Ouais. va plus y avoir de jeunes pour travailler pour les vieux et tout ça. Donc, Non, c'est vrai qu'il faut voir comment ça évolue, mais à un moment donné, il n'y a jamais de situation parfaite. Et après, il faut toujours quand même rester dans l'action. Et il y a beaucoup de gens qui attendent de voir, mais en fait, on ne sait pas comment ça va se passer. Moi, ce qui me fait le plus flipper en France, c'est que j'ai l'impression que la propriété n'est pas une valeur sacrée comme ça peut l'être, par exemple, aux États-Unis. Et moi, ce qui me ferait le plus flipper, je m'en fous que le monde se barre en couille, que si je suis avec ma private key, mon gun, et que j'ai un terrain, une maison, une femme et des enfants et des mecs autour de moi à qui je peux acheter de la bouffe et des choses comme ça, enfin tu vois, même si c'est Armageddon à Paris, mhm, tu peux te permettre d'être assez autonome, mais il faut qu'il y ait une sacralisation un petit peu de la propriété privée. Et mhm, j'ai quand même un petit peu peur qu'en France, il y ait des dérives un petit peu autoritaires où c'est en mode si t'es pas vacciné, tu dois payer des impôts. Si tu payes pas des impôts, on te ramène ce qu'on appelle un huissier en France et on vient mhm, te prendre ton bien, on te ramène la force de l'État pour te prendre ta maison et tes terres, tu vois. Moi, ça me dérange pas d'être dans une montagne ou à la campagne avec une arme, ma femme et des enfants et de résister un petit peu. Mais si les mecs qui commencent à s'attaquer à tes biens physiques, tu peux pas faire grand-chose. Donc c'est important de se settle dans un endroit où tu as un minimum confiance en ce que l'État ne touche pas à la propriété privée des gens, quoi. Et mhm. moi, là, en ce moment, en France, je suis pas forcément rassuré par rapport à ça. Ouais, totalement d'accord. C'est la même chose pour le Canada. Là. J'ai pas, Mm. tu vois, le monde, par exemple, ici, il épargne avec des comptes CELI, ça s'appelle des comptes épargne libre d'impôt. Mm, Et moi, mm, je leur dis, tu, 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 Mec, tu, tu-
tu tapes des mains, puis c'est plus libre d'impôt, là, genre, puis tout ton argent est là-dedans, genre, c'est comme si, genre, ben, le problème, c'est ça, c'est qu'on est habitué au fait que la propriété privée, c'est quelque chose de respecté, puis qu'elle était universellement, que ça allait durer universellement longtemps. Au Canada aussi, c'était même pas quelque chose de discutable, mais c'est complètement renversé, donc c'est difficile de... Faut prévoir des scénarios où ça va s'empirer encore plus, parce que normalement, ce genre de scénario mène à des guerres, puis vraiment des trucs un peu plus poussés au niveau de la violence et tout ça. Donc, Alors après, le scénario idéal, c'est d'avoir plusieurs passeports et d'être un peu... d'avoir... tu vois, tu t'achètes ton bien en France et t'en achètes un deuxième à l'étranger. Donc du coup, comme ça, tu peux... faut avoir les moyens, mais en tant que bitcoiner, normalement, dans les prochaines années à venir, on est censé avoir un patrimoine pas dégueu, donc c'est quelque chose qui est envisageable. D'avoir 2 ou 3 passeports et plusieurs endroits où habiter dans le monde, quoi. Comme ça, au moins, tu limites les risques, quoi. Non, mais le Bitcoin, c'est juste parfait pour le scénario qui se prépare parce que c'est une propriété, la police arrive ou les agents, peu importe. D'ailleurs, on les appelle des huissiers aussi au Québec, là. Okay. Ils arrivent, puis bon, ils signent une loi, puis t'as plus ta maison, mais ils peuvent pas signer une loi qui dit que t'as plus tes private keys, fait que c'est magique, là. D'ailleurs, je crois que c'est au Canada qu'ils ont refusé le droit de voir son enfant à un père au seul motif qu'il n'était pas vacciné. Ouais, en fait, je pense qu'il y a plusieurs cas maintenant. C'est de plus en plus fréquent. Quand il y a une cause de divorce ou peu importe, puis ils sont en train les parents se battent pour la garde de l'enfant, ben, il y en a un qui peut mentionner que l'autre est un complotiste puis qui est dangereux pour l'enfant parce que c'est un anti-vax. Puis la cour très facilement va accorder toute la garde à le parent opposé. Donc oui, c'est en train d'arriver. Ça c'est complètement fou. Ça, pour moi, c'est vraiment le début d'un régime qui est pire que l'Allemagne nazie, quoi, parce que c'est pas le genre de choses qui arrivait sous l'Allemagne nazie. Donc là, quand tu te dis ça, tu te dis putain, si moi je me vois en France ou au Québec ou au Canada, tu te dis peut-être qu'ils peuvent venir et faire la même chose pour les mecs qui veulent pas mettre leurs enfants à l'école et qui veulent s'occuper de leur éducation eux-mêmes. Exact. Donc t'imagines, si toi tu es en France, tu te dis bon bah j'ai les moyens, je vais faire l'école à mes enfants, et que les mecs ils disent non, soit tu mets tes enfants à l'école, soit on te les met dans on te les met dans des à la DAS, on appelle ça en France. Donc c'est flippant, quoi. Mais c'est ça que le monde ne comprenne pas, c'est que le régime nazi, de la façon qu'il a grandi, c'est que pendant la croissance de son règne, les 10-15 ans qui ont précédé la guerre, ben, il n'y avait pas énormément de violence. C'était de plus en plus de lois, de plus en plus de restrictions. Mais tout a culminé durant quand à un moment donné, il y a trop de tensions, puis ça explose, puis il y a des guerres. Donc, en tout cas, on est un peu pessimiste, mais bon, il faut se préparer. Ouais, donc bon, pour terminer, je pense que le mieux, c'est d'avoir un pied-à-terre en France, ou pour toi au Canada, si tu as envie, et de garder des options et d'avoir une maison à El Zonte, ou j'en sais rien, au Mexique, ou au Costa Rica avec Francis en train de faire du surf. Peut-être. Et de voilà, comme ça au moins, si tu sens que ça se barre en couille dans ton pays, tu prends tes clics et tes claques et tu te barres, quoi. Exact. J'aimerais parler un peu de ton grand talent pour les memes. Pourquoi c'est le médium que tu as choisi pour informer les gens, pour combattre? Pourquoi c'est à travers les memes que tu fais ça? Faut savoir que moi, je vois ce que je fais sur Twitter. Ça n'a pas forcément une vocation. J'ai pas envie de me créer un nom sur Twitter. J'ai pas forcément envie de lancer une entreprise. C'est plus que c'est un petit peu comme mon défouloir. C'est-à-dire que je vais me réveiller, je vais voir ce qui se passe dans le monde et je vais me dire allez, je vais faire le mème le plus savage possible. Et en fait, ça coule naturellement pour moi de prendre une image, de mettre un texte dessus. Et du coup, c'est un peu un exutoire.
Et c'est quelque chose qui vient naturellement pour moi. Donc, si je suis sur Instagram ou sur Facebook, j'en sais rien, ou je me balade sur Internet, que je fais autre chose, je vais voir une image et ça va m'inspirer un mème, en fait. Parce que je pense que je suis quelqu'un de très visuel. Et du coup, en fait, le mème, c'est pas forcément mon moyen de communication privilégié, mais c'est quelque chose que je fais instinctivement. Donc, tu sais que la plupart des mèmes ou de mes posts sur Twitter, je les fais même pas sur mon ordi. Je suis dans le train, je vois une image, je colle le truc ça, je le mets dedans. C'est vraiment fait à la va-vite et c'est vraiment quelque chose de très instinctif. Et je pense que j'ai un cerveau qui est formaté de cette manière que quand c'est assez visuel, du coup, ça sort plus facilement en mème, quoi. Ouais, ça renforce la culture aussi, Bitcoiner, parce que à la place d'expliquer des trucs en profondeur avec des articles, avec des podcasts, bam, tu balances un meme, ça se comprend très vite. Et ce que j'aime bien aussi, c'est l'aspect un peu choquant. J'aime bien, moi, quand je suis en train de discuter avec des gens, pour un peu capter leur attention, je leur sors quelque chose de choquant et de gros. Après, les gens, ils se disent « Ah, il est fou !» Et du coup, après, on peut commencer à parler, tu vois. Et les mèmes, j'adore faire des mèmes, par exemple, sur des trucs un peu dégueulasses, tu vois. Comment il s'appelle Epstein. Par exemple, je vais prendre une photo de Epstein avec une fille qui l'accuse de l'avoir violé dans les années 90 et je vais mettre Shitcoin CEO et Crypto Noobs, tu vois. Et c'est assez violent, tu vois, parce que ça implique que les mecs ils se font violer. Et j'aime bien ce côté provoque et vraiment assez trash que tu peux mettre dans un mème, en fait, et qui est pratiquement impossible à mettre dans un tweet écrit. Parce que quand tu mets une photo de Epstein et d'une de ses victimes, et que tu fais un mème sur les shitcoin CEO et les crypto noobs, bah en fait, si tu veux l'écrire par texte, faut dire des gros mots et ça, c'est tout de suite différent. Tandis que quand tu le mets dans un mème, tout le monde comprend et le message il passe mieux, je trouve, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. J'ai écrit un article dans le passé, Le pouvoir des memes. Je vais te l'envoyer, peut-être tu vas aimer. Vas-y, carrément, envoie-le-moi sur Twitter. Ouais. Mais il y a un meme, ce que j'ai pas compris, par exemple, peut-être c'était une joke, là, j'ai pas plongé dedans, là, mais c'est le truc avec le pain. Est-ce que le bread, donc est-ce que c'était un peu pour rire? En fait, j'ai juste pas compris. Là. Je t'explique. C'est très simple. C'est très simple. Mais c'est un peu de l'autodérision, parce que même moi, je suis en mode... En fait, c'est qu'à chaque fois que je postais une photo sur Twitter d'une pizza ou d'un plat avec un bout de pain, il y avait toujours les puristes qui viennent te dire « Ouais, mais bread is a shitcoin. Les gens qui sont dans le régime keto. Et en gros, si t'es pas en train de manger juste un steak, les mecs, ils vont te chercher des noises. Et ils vont venir te bâcher. Et du coup, à chaque fois que je postais de la bouffe, il y avait soit un mec qui me disait « Ouais, tel aliment est un shitcoin, tel truc est un shitcoin. » Et du coup, je jouais souvent avec ça, tu vois. Je postais des trucs, je disais oui, en ce moment, je mange 4 steaks par semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Les gars, ils m'insultaient, machin. Et du coup, j'aimais bien ce côté provoque, parce que c'est vrai que l'aspect alimentaire dans la pleb Bitcoin community, il est assez fort. Et tu peux facilement trigger les gens avec ça. Et du coup, l'autre jour, on a fait un Bitcoin meetup avec d'autres gens sur Paris. Et du coup, on a mangé une pizza. Et du coup, j'ai un pote qui a posté la pizza sur Twitter. Et là, derrière, les mecs, ils étaient là. Pizza is a shitcoin. Là. Et du coup, je suis rentré chez moi. J'avais bu l'apéro. Je me suis dit, mais franchement, c'est... Que tu sois keto et que tu manges pas de pain, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, on s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à shitposter un petit peu là-dessus. Et ça a pris, tout. Du coup, on s'est marré là-dessus pendant 24 heures, tu vois. Nice. Cool. Mais c'est qu'en fait, ça me rappelle un petit peu c'est un peu des réflexes de végétarien ou de gluten free. Tu sais, dans les années 2013, 2015, 2016, c'était la mode du gluten free.
Et les gens qui étaient gluten-free ou même végétariens, ils aimaient bien faire la morale aux autres. Et en fait, mec, si tu manges pas de carbs ou quoi, j'en sais rien, je m'en fous. Moi, très honnêtement, je connais rien à la nutrition. La seule chose que je pense qui est bon, c'est de se dire, je mange la nourriture que mangeaient mes ancêtres. C'est-à-dire que toi, si tu es un mec qui a grandi en France et que tous tes ancêtres, ils ont mangé de la barbaque, de la charcuterie, du pain, de la soupe et j'en sais rien, des oignons. Si demain matin, toi, tu commences à manger des ananas, de la goyave et de l'huile de coco et de l'eau de coco tous les jours, il va y avoir un espèce de bug avec ton circuit interne qui fait que l'arbre généalogique duquel tu viens, il va y avoir un petit bug. Et moi, je sais que mes ancêtres, ça fait au moins 5000 ans qu'ils mangent du pain. Donc, toi, tu as peut-être découvert sur Bitcoin Twitter que manger du pain, c'était pas bon. Et je comprends, tu as des arguments, il n'y a pas de problème. Même moi, j'essaye de réduire le pain. Mais ferme ta gueule et laisse-moi bouffer mon pain et être low time preference. C'est aussi respecter la tradition de ses anciens, tu vois. Et je suis français, je bouffe du pain. Si t'aimes pas... En plus, le pain est bon en France, là, donc... Ouais. Mais c'est ça, c'est un peu la culture bitcoiner maximaliste, un peu justement les keto, tout ça. Je pense que ça a été poussé un peu à son apogée à un certain point, puis là, il va y avoir potentiellement un autre bear market, on ne sait pas. Peut-être ça va rester stable, peut-être il va y avoir un espèce de renouveau dans cette culture-là, parce que je pense qu'on a poussé le truc jusqu'au bout. Je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus, là. Ouais, je pense aussi. Après, c'est un peu des modes, tu sais. Après, moi, je suis totalement d'accord sur le fait que processed food, les produits transformés, c'est vraiment à éviter. Moi, j'en mange quasiment pas, quoi. Toutes les huiles, toutes les seed oils, les huiles de colza, les huiles de tout ce qui est huile autre que huile animale. Pareil, je consomme pas. Et je pense que c'est sain de pas le faire et je trouve que c'est important de divulguer ce message-là. Pareil, l'eau du robinet. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'alimentation et je trouve que c'est important de preach un petit peu là-dessus. Mais c'est comme tout, la liberté des uns s'arrête là où démarre celle des autres. Hein. Si toi, tu es content de manger de la pizza et de boire de l'eau du robinet et de faire cuire ton steak dans de l'huile de colza, si ça te réussit, en fait, la nutrition, c'est pas une science objective, quoi. Chacun trouve ce qu'il veut. Et oui, c'est un petit peu des modes aussi, hein, on va pas se mentir. Cool. Est-ce que toi, tu es allé à Surfing Bitcoin, par exemple? Ouais. J'y suis allé, je m'étais tâté pour y aller en 2020. J'y avais pas été parce que c'était masque, machin et tout. C'était un peu en plein pendant l'après-Covid. Et cette année, on y a été avec une bande de bitcoiners. On avait loué une maison sur Airbnb. On organisait un peu les steaks soirées tous les soirs. Du coup, il y avait pas mal de monde qui passait. Et du coup, on a un petit peu créé une espèce de communauté de bitcoiners français. On a des groupes sur Telegram et sur Twitter. Et je trouve que ça a été bien je trouve que c'est très bien, dédicace à Stacking Sats, de faire des événements physiques comme ça qui ont une envergure nationale, voire internationale, parce que cette année, ils vont faire une journée en anglais. Et de sortir un petit peu de la métaverse, de l'Internet et de tout ça, parce que rien ne remplace le rapport humain en réel, tu vois. Et du coup, c'est cool parce que moi, maintenant, on s'est créé un petit réseau de bitcoiners francophones. Et c'est cool, c'est bien. On est content que... je veux pas... on veut pas prendre de crédit, là, mais il y a quand même une petite jeunesse là, de Bitcoin maximalisme à Montréal qui a débuté en France. Donc, on est fiers de ça. Ils ont été formés à la bonne école. Hein. Exact. J'ai l'impression que la communauté maximaliste du Québec fonctionne bien.
Ben, puis maintenant, ben, pas que ça fonctionne plus, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont quitté. Notamment, bon, Francis, évidemment, qui est un peu qui était le pilier de tout ça, a quitté. Donc, ça va être difficile. Puis le contexte sanitaire continue à être très difficile. Donc, c'est difficile d'organiser quoi que ce soit. Nous, avant de partir, moi et mes collègues, on a fait 3 gros meet-up, puis on a dû les faire dans des parcs. Donc, c'était moins en mode instructif et tout ça. On a juste fait des barbecues, on a invité des DJ. Il y avait comme 200 personnes qui sont pointées à chaque fois. Là. J'avais vu sur Twitter. Ouais. Donc, ça, c'est cool, mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant? C'est un peu dommage que, du coup, après, je comprends, vous êtes parti et je comprends que tu n'aies pas envie de vivre là-bas, mais c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une émulsion positive qui sortait de cette ville de Montréal sur la communauté Bitcoin. Et d'ailleurs, c'est Francis qui avait tweeté là-dessus il y a quelques semaines. Et il disait justement que il y avait qui? Il y avait Stacking Sats, Dux, qui sont des boîtes françaises, et il y en avait un troisième. Et les 3 patrons, ils avaient tous les 3 fait leur classe un petit peu à Montréal. Donc, c'est la bonne école, quoi. C'est moi qui avais texté ça. C'était toi, pardon. Puis lui, il avait comme retweet, puis évidemment, il a raison, là, c'est toute partie un peu de nous. Je me rappelle tous les dîners qu'on a fait avec Thibaut, avec Josh, tout ça, donc c'est des bons souvenirs. Et c'est pour dire que ouais, à l'ancienne époque. Et c'est pour dire que c'est les connexions que tu crées avec les gens en IRL, en réel, tu peux pas les remplacer avec des interactions sur Twitter. C'est vraiment différent. C'est quelque chose qui, tu le vois, tu vois, tu étais dans une communauté, et derrière les gens, ils ont cheminé, ils ont créé des entreprises, enfin, tu vois ce que je veux dire, ça va loin après, tu vois. C'est ça. Je ne vais pas prendre de ton temps, mais je suis curieux par rapport à un autre truc. Tu vois, j'ai pas de problème sur le temps. Ok, cool, parfait. La communauté francophone, Bitcoiner en Afrique, évidemment, la France a encore énormément d'influence en Afrique. On sait que le franc CFA est imprimé en France encore. Énormément de pays qui parlent français, je sais pas, plusieurs centaines de millions de personnes. Puis je pense que c'est pas c'est en train de grandir, évidemment, vu que la population africaine est en train de grandir encore. Comment toi, tu vois tout ça se dérouler, justement? Si tu as une opinion, le Bitcoin en Afrique, est-ce que la France va y jouer un rôle, ou du moins les Bitcoiners français, comment ça va se jouer en parallèle avec les entrepreneurs africains? Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Parce que je vois un énorme terreau fertile pour le Bitcoin. Carrément. Ouais. Déjà, c'est des pays où, comme au El Salvador, ils ont pas de banque et ils ont tous des smartphones. Donc déjà, là, on est sur un use case qui est assez intéressant. C'est marrant que tu me poses cette question-là parce que la dernière fois que je suis allé boire un verre avec des bitcoiners à Paris, j'étais donc avec mon ami 200 Kex et Laurent, qui est un bitcoiner parisien également. Et on parlait de partir au Cameroun pour aller voir l'association, que je te dise pas de bêtises, Kivler, ou Kivlar, je sais plus, qui est tenue par un gars qui s'appelle Gloire. D'ailleurs, je pense que ça serait très très intéressant que tu l'aies dans ton podcast. Je l'ai déjà contacté, ça va se faire bientôt. Ouais. Ok, c'est cool. Et lui, il a une association qui fait qui reçoit des donations en Bitcoin et qui ensuite redistribue l'argent dans une région qui a été comment dire, qui a été un peu mise à mal avec une éruption volcanique, tout ça. Donc il y a une demande de gens qui sont un peu dans la misère là-bas. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il leur donne des bitcoins et il leur apprend à l'utiliser. Et du coup, c'est un projet qui est super cool. Et du coup, nous, on aimerait bien, un de ces 4, aller mettre notre nez là-bas et essayer de trouver un petit projet intéressant pour aller là-bas. Mais ouais, la francophonie en Afrique, déjà, c'est huge, quoi.
faut se dire que dans quelques années, il y aura plus de francophones en Afrique. Mais il y en a même déjà plus. Il y a plus de francophones en Afrique qu'en France. Ah oui, je pense que Ouais. on peut C'est beaucoup. fact-check vite, là, mais... Ouais, si, non, mais c'est sûr. Et bah, économiquement parlant, c'est un continent qui se développe à mort. Et puis, bah, c'est surtout que là-bas, les gens, ils n'ont pas confiance en la banque. Leurs monnaies, elles se font sûrement dévaluer beaucoup plus qu'en Europe. Donc, je pense qu'ils ont un terreau qui est encore plus fertile que nous pour se mettre là-dedans. Et c'est vrai que il suffit de pas grand-chose de mecs comme Gloire qui mettent une petite étincelle et qui travaillent sur le terrain. Et ça peut avoir des implications qui peuvent aller jusqu'à ce qu'ils ont fait à Bitcoin Beach. Hein. D'ailleurs, eux, ils le disent, hein, ils s'inspirent de Bitcoin Beach. Ouais. Ils essayent de faire la même en Afrique. Alors, le problème, c'est qu'en Afrique, dès qu'il y a des présidents ou des chefs d'État qui sortent un peu de la vision européenne, ils tombent dans les escaliers où ils meurent, où il y a des coups d'État. Je pense à Kadhafi, Thomas Sankara. Donc, c'est un peu une question de vie ou de mort là-bas. Hein. Si tu es un homme politique africain et que tu n'es pas dans le sillon de la France-Afrique un petit peu, bah, tu te fais décaniller, quoi. Tu te fais niquer. Ouais. Ben, en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est très important le contenu en français sur le Bitcoin parce que, bon, là, j'ai fait un petit plug de statistiques, là, mais j'ai vu sur Wikipédia, bon, on peut croire aussi que Wikipédia, c'est un psyop aussi. Mais en 2050, 85% des francophones du monde, donc 700 millions de locuteurs, vont être en Afrique. Donc, c'est là-bas l'avenir du Bitcoin français, en quelque sorte. Là. Ouais, bien sûr. Bah, c'est l'avenir de beaucoup de choses, l'Afrique. Donc, on verra comment ça va se passer. D'ailleurs, c'est des pays où tu regardes au Nigeria. Bon, après, c'est dur d'avoir des données qui sont bonnes par rapport au Nigeria, parce que c'est difficile de récolter les données de manière objective. Mais je crois que c'est un des pays dans le monde où l'utilisation de Bitcoin par habitant est la plus élevée, quoi. Ah ouais, j'ai vu ça également. Absolument. Le problème, c'est que ceux qui s'intéressent à ça le plus, c'est des Chinois. Mais bon, rendu maintenant, je sais même plus qui j'aime plus, les Chinois ou les États-Unis. Donc, ouais, bonne question. Après, tu sais, c'est à eux de faire leur choix. De toute façon, exact. les Chinois, ils sont partout. Hein. Ils sont en France, sur les Champs-Élysées. Ils sont en D'ailleurs, Chine. El Salvador, c'est peu de personnes, ben pas peu de personnes savent ça, là, mais il y a énormément d'influence chinoise. Là. Donc, on va voir comment ça va se dérouler tout ça. Bah, les Chinois, ils sont partout. Hein, c'est sûr. Ouais. Si j'aurais à interroger d'autres bitcoiners français, c'est qui que je dois mettre sur ma liste absolument? Bonne question, tiens. Laisse-moi regarder un peu là. Bah après, je sais pas si c'est des personnes qui seront très à l'aise de se mettre sur des podcasts, hein, mais si tu peux faire venir. Alors attends, laisse-moi te sortir là. Je peux te les envoyer, hein, mais t'as. Alors, ils sont là. T'as Lounès, c'est un petit de 19 ans qui travaille pour Umbrel. Bitcoiner, bien. T'as Fanny qui travaille pour LN Market, qui lui est spécialiste dans le Lightning Network. T'as Gilles Cardignan aussi. Lui, tu peux le connaître, il parle souvent et tout. Il a une bonne vision de Bitcoin. On a déjà écrit comme une recherche sur... j'ai oublié le nom de sa compagnie. Wallet. Ouais. Oui, c'est ça, Wallet. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as aussi Théo qui fait des spaces avec Thibaut. Lui, il est spécialisé en économie autrichienne. Pareil, c'est une tronche. Si tu l'as, il va t'en mettre plein la vue. Sinon, tu as John Onchain. John Onchain, tu dois le voir
Sur Twitter, il m'avait fait un bot sur Lightning Network. John On-Chain, on l'a rencontré à Montréal aussi. Ok. Sinon, tu as Roxit, Découvre Bitcoin. Tu as toute l'équipe de Stacking Sats, Joss. Et puis après, tu as tous les 200 Kex, Weedcoder aussi. Lui, il est en train de lancer une banque Bitcoin en Suisse. Si tu veux parler un peu complot, tu peux parler à MDBTC. Lui, c'est lui qui est en Ukraine. Si tu veux avoir un Bitcoiner de gauche qui croit au global warming, mais qui est quand même un pleb, va voir Nicolas Tetrel. C'est un gars adorable, on l'adore, même si c'est un putain de gauchiste. Mais je pourrais t'envoyer une liste. 200 Kex aussi. 200 Kex et Gigi aussi. Guerilla V2. Ah oui, absolument. Ouais. Il en manquera pas, donc. Non, il en manquera pas. Super. D'ailleurs, en tout cas, juste pour terminer là-dessus, c'est une très bonne idée de faire des connexions entre les bitcoiners francophones, que ce soit québécois, africains ou français, ou même d'ailleurs. Et je pense que c'est important d'essayer de créer des ponts et d'unir un petit peu cette communauté sur des fondations solides. Donc, beau boulot, l'équipe de Boulka. Qu'est-ce que tu crois qui manque justement pour que ces ponts se créent? C'est quoi parce que évidemment chacun a ses réalités. Il y a les Bitcoiners québécois, ils sont un peu de leur côté, ils sont un peu plus reliés au monde américain évidemment, peut-être plus. Tu sais, ça se passe par il suffit de pas grand-chose parfois. Tu sais, moi j'ai créé il y a quelques mois, j'ai créé une chat sur Twitter où j'ai mis tous les maximalistes français. Et du coup, on passe notre journée à shitposter, à s'envoyer des conneries et à débattre sur tout et pas forcément sur Bitcoin. Et du coup, en fait, ça crée des connexions parce que du coup, il y a des idées qui sortent. Donc, ça peut être, je sais pas, un événement toutes les semaines avec la communauté francophone sur Space ou une chat sur Telegram. Et du coup, après, ça peut se passer par une année, tu as les Canadiens qui viennent en France. Une année, tu as les Français qui viennent au Canada. Une année, tout le monde part au Cameroun. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Après, il peut émerger des espèces de petits rituels, tu vois, qu'on fait chaque année. Par exemple, en Angleterre, je sais qu'ils organisent ils organisent des sessions entre plebs au Pays de Galles où les mecs, ils arrivent avec leurs femmes, leurs enfants, leurs chiens, ils mettent des tentes, ils grillent des steaks et ça passe par des petites choses comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est juste le contexte de voyage et tout ça, ça devient de plus en plus compliqué. Là. Moi, j'ai voyagé beaucoup cette année, là, puis c'est tellement chiant, les avions, les tests, les trucs, mais bon. Écoute, Matt, venez cette année à Surfing Bitcoin avec une petite délégation de Bull Bitcoin. Ça serait stylé. Ça serait cool. C'est quand déjà? C'est en août, à Biarritz. En plus, c'est bien, c'est l'été, il fait beau, c'est au bord de la plage, c'est classe. On est très bien reçus, on mange bien, on boit bien, c'est cool, quoi. Ça pourrait être une possibilité. On dit pas non. Ok. Juste, j'ai encore d'autres questions qui viennent. Vas-y, enchaîne. Comment tu fais pour trouver tes infos sur les théories de complot? Est-ce que tu trouves que l'information devient de plus en plus difficile à accéder ou c'est juste une question de bien fouiller? C'est comment tu fais? En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que quand j'avais entre 17 et 20 ans et que je commençais un peu à rentrer dans à prendre la red pill et à comprendre un petit peu le système médiatique et toutes ces choses-là, tu pouvais aller à l'époque sur YouTube et tu pouvais taper n'importe quoi et tu avais tout le contenu disponible. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu allais sur YouTube, tu tapais 9/11 Building 7, tu avais 50 documentaires sur les théories du complot sur le 11 septembre.
Tu tapais, je vais aller partir un peu plus loin, mais c'est pour te prouver un peu le truc, Robert Forisson, tu avais des théories négationnistes sur les chambres à gaz. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu avais en fait toutes les infos étaient disponibles à portée de main sur YouTube. Maintenant, pour aller les chercher, c'est un peu plus difficile. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, l'avantage, c'est que maintenant, mon cerveau est formaté à comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, en fait, dès qu'il se passe quelque chose, j'arrive un peu à... J'ai ma matrice mentale fait que j'interprète, je pense, de manière assez juste ce qui se passe. Mais du coup, c'est que j'ai consommé beaucoup de contenu qui était un peu, entre guillemets, dissident pendant de nombreuses années. Mais sinon, je sais pas, faut être sur... je pense que sur Twitter, il y a quand même encore du contenu qui passe, qui passe un petit peu. Sinon, moi, j'ai mes sites. J'allais beaucoup sur le site de Alain Soral qui s'appelait Égalité et Réconciliation, qui est toujours dispo d'ailleurs. Il y a du contenu pas mal là-dessus. Après, c'est à prendre ou à laisser. Sinon, faut aller fouiller. Les infos, elles sont là en fait. Mais faut aller les chercher, même sur Google. Tout y est en fait. Mais faut aller chercher un peu plus loin. Par exemple, faut pas aller sur YouTube, faut aller sur Rutube, Dailymotion ou des plateformes un petit peu alternatives. Mais si tu te donnes un petit peu si tu as envie de chercher, tu cherches. Et ce qu'il y a, c'est que nous, à l'époque, l'info, elle était là, en fait. Et peut-être que ma vie n'aurait pas été la même si à l'époque, il y avait déjà de la censure sur YouTube, par exemple. Parce que moi, j'aurais sûrement pas eu le même parcours, tu vois. Parce que moi, quand j'étais ado, je passais des nuits entières à regarder des trucs sur tous les complots possibles et inimaginables. Nice. Est-ce que tu peux donner ton opinion un peu sur les élections françaises qui arrivent? J'ai vu un truc passer aussi. Je suis pas un expert là, mais j'en connais un peu sur Éric Zemmour parce que j'ai un ami qui était... il prenait des vidéos d'Éric Zemmour puis il les mettait sur YouTube puis il a fait plein d'argent comme ça. Il y avait plusieurs milliers d'abonnés là, sur des chaînes. Puis bon, il prenait ça sur tous les programmes, puis il se faisait bannir une chaîne, il relançait tous ses abonnés sur une autre. Donc, se concentrant principalement sur Éric Zemmour. Donc, maintenant, il est bien parce que là, il s'est présenté en politique, donc c'est encore plus populaire. Puis là, j'ai vu aussi qu'il était supposé donner son opinion sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies, peu importe. Ouais, il a été invité chez Ledger, l'entreprise Ledger de self-custody. Et donc, du coup, bon, ça veut pas dire grand-chose. Tu sais très bien, ils essayent de surfer un peu sur crypto-monnaie, blockchain, c'est des mots à la mode comme IoT, intelligence artificielle et ordinateur quantique. C'est des mots fourre-tout. C'est important de les utiliser, de penser que tu es à la page là-dessus, mais ça veut pas dire grand-chose. T'as vu le film Matrix? Oui. Pour moi, la politique, c'est la matrice. Okay. Et quand tu as pris la pilule rouge et que tu es avec Morpheus dans le Nebuchadnezzar en train de manger du riz au lait, et tu peux plus retourner dans la matrice et considérer que c'est quelque chose de crédible. Parce que le système démocratique est fait pour que l'opposition réelle ne soit pas possible. Et quoi qu'il arrive, le pouvoir n'est pas entre les mains des politiques. Donc ça, c'est une chose. Zemmour, c'est quelqu'un que j'ai suivi depuis pas mal de temps. Je le trouve très performant. Il avait écrit un livre, d'ailleurs, là-dessus, sur la féminisation de la société, les rapports hommes-femmes. Et je le trouve très performant là-dessus. Et du coup, ça lui est reproché pendant la campagne. T'imagines bien, dans les médias, vous êtes sexiste, ceci, cela. Donc, il en parle pas trop. Mais sinon, si t'écoutes ces discours politiques, là, en 2020, c'est toujours la même chose. C'est l'exaltation de la culture française, la peur de l'immigré, la peur de l'islam. Et donc, c'est des débats... Enfin, il apporte pas quelque chose de nouveau dans le débat politique. C'est juste
un mash-up. Alors après, c'est quelqu'un de brillant qui parle très bien, c'est quelqu'un de brillant, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense pas que ce soit le pire des candidats. C'est peut-être même le meilleur, mais moi, je me refuse d'accorder trop d'importance au cirque démocratique. Ouais. Je comprends sûrement. Au moins, vous avez un spectrum politique un peu plus large, donc vous pouvez un peu vous entertain avec ce qui se dit des deux extrêmes. Au Québec, tout le monde est à gauche. Puis, donc, c'est un peu plate. Après, tout le monde a la même opinion. Il ne s'inscrit même pas dessus. Il n'y a même pas un minimum de débat, mais je suis d'accord avec toi. Je crois moi, plus à la s'il y avait un candidat qui pourrait peut-être me bouger le cul pour aller voter, ce serait un candidat qui dirait qu'on sort de l'Union européenne et qui a un projet concret, et un peu comme Nigel Farage en Angleterre, qui avait un peu tenu à le projet du Brexit. S'il y avait un candidat qui était à fond anti-Union européenne et qui voulait sortir de l'Union européenne, peut-être, et encore je pense peut-être pas, que j'irai voter à la rigueur, mais c'est pas le cas des candidats les plus extrêmes en France, que sont enfin extrêmes entre guillemets, que sont Zemmour et Marine Le Pen. En fait, c'est du cirque médiatique démocratique habituel, c'est-à-dire qu'on va exalter les gens, à leur dire avec moi la culture française, le ceci, les immigrés, nanana, mais il n'y a pas de projet concret derrière. Les mecs, ils veulent rester dans l'Union européenne, ils veulent garder la monnaie. Il n'y a rien de concret, c'est juste de la parole et du sophisme. Donc moi, je me refuse à accorder un minimum du peu d'intelligence que j'ai à ces choses-là. Non, je comprends. Moi aussi, c'est mieux juste de faire des mimes puis de sortir le méchant comme ça. Bien sûr, et puis tu sais, tu votes avec ton portefeuille, tu votes avec tes pieds, tu votes avec ce que tu fais dans ta vie. Et je pense que c'est aussi un peu les gens, ils pensent que c'est en votant que tu vas changer la société. Non, si tu veux changer la société, bouge-toi le cul, crée une association. Enfin, soit le changement, incarne le changement que tu veux qui arrive en fait. Les gens, le vote, c'est un exutoire. C'est-à-dire, moi, je reste une merde, je travaille pas sur moi, mais vu que je vote pour tel mec, enfin, tu vois, c'est un peu enlever les responsabilités de soi-même et de se dire bon bah je vais voter et ça va améliorer les choses. Non, et je me refuse de penser qu'il y en a un qui est moins pire que l'autre et de me dire je vais voter pour tel mec parce que au moins il est moins pire que l'autre. Je pense que c'est un raisonnement qui est pas bon. Ils sont tous sur un même pied d'égalité. Le système est fucked up. Il faudrait tout changer de A à Z, et dans les règles actuelles, tu peux pas arriver avec un... Bah, tu vois, Trump, il est arrivé avec un beau discours, mais est-ce que ça a changé grand-chose, in fine? Je pense pas. Et quand il a voulu se représenter, ils l'ont décagné. Donc, toi, tu crois plus à une méritocratie bitcoiner? Alors, historiquement, je disais, mais c'était pareil, c'était un petit peu provoque, je disais... soit une démocratie directe, soit un dictateur éclairé, soit un monarque de droit divin. Un monarque de droit divin, c'est un mec qui se revendique de Dieu et qui a envie de faire le bien sur Terre. Un dictateur éclairé, c'est un mec qui arrive et qui est viril et qui a des idées et de l'énergie et qui établit le truc. Et la démocratie directe, c'est chaque citoyen qui vote les lois. Mais maintenant, je me suis un peu écarté de ça parce que je pense que... En fait, je pense que c'est ça que... On n'a pas beaucoup parlé Bitcoin, d'ailleurs, ce qui est fantastique. C'est que Bitcoin, en fait... comment on dit en français? Break the will. Tu vois, c'est-à-dire que si tu analyses l'histoire, c'est toujours la même chose. C'est un tyran qui est en place, un mec qui arrive avec des bonnes idées et qui a vraiment un projet qui est bien, qui fait tomber ce tyran-là, qui reprend le pouvoir et qui, malheureusement,
la nature humaine est faite de telle manière que le pouvoir corrompt, et si tu as le moyen de pouvoir accumuler du patrimoine pour toi avec les structures étatiques, tu vas le faire. Et donc, du coup, quoi qu'il arrive, après 1 ou 2 générations, on finit toujours avec un tyran. Et on revient au même point de départ. Et c'est pour ça que le Bitcoin, c'est intéressant, c'est que c'est des règles sans personne pour les mettre en place. Et c'est pour ça que ça remet un petit peu en cause tout ce procédé politique, en fait, qui met le pouvoir entre les mains des individus. Alors, pour terminer là-dessus, moi, je pense qu'il faudrait revenir à un petit peu de local, et je pense qu'il faudrait relocaliser la politique à l'échelle départementale, ou à l'échelle de la ville, ou à l'échelle de pas plus de 100 000 habitants, quoi. Et que du coup, on ait plusieurs... un peu comme le projet américain de base des pères fondateurs, qu'on ait plusieurs, plein de petits États, et que toi, par exemple, tu puisses choisir l'État qui correspond le plus à tes valeurs. Et tu peux même changer d'État au rythme de ta vie, c'est-à-dire que tu as 20 ans, tu vas aller habiter dans une juridiction où la bœuf est légale, j'en sais rien. Ensuite, tu vas grandir, tu vas fonder une famille, tu vas partir dans une autre région ou juridiction. Et c'est ça aussi parce que tu vas pouvoir mettre en compétition ces espèces de micro-démocratie locale, tu vois. Après, je pense à ça, je pense que c'est une idée qui est intéressante, mais après, il n'y a pas de solution mystère non plus. Hein. En tout cas, ce qu'il faut, moi, j'ai tendance à être plutôt libéral, et je trouve qu'il faut, moins il y a d'État, mieux c'est. Donc, faut laisser les choses régaliennes à l'État. S'ils veulent l'arme nucléaire, l'armée et 2-3 conneries comme ça, et qu'on laisse les gens se démerder entre eux, tu vois. Je comprends. Non, je suis d'accord avec toi. Moins d'État, c'est le mieux. Je vois qu'il y a beaucoup d'idées que tu sors ici et là d'Alex Svetski, un peu. D'ailleurs, il a écrit un article là, sur la démocratie récemment, là, qui... je sais pas si tu l'as lu. Là, je pense pas que je l'ai lu. C'est marrant que tu me parles de ça parce que Svetski, je l'aime bien. C'est bien ce qu'il fait. Et il avait, il y a quelques mois, il avait mis une petite annonce sur Twitter, et c'est moi qui lui fais le montage vidéo de ses podcasts. Ah ouais? Oh, wow. Du coup, on travaille un petit peu ensemble. C'est pas énorme, mais je lui fais un petit peu ses montages vidéo sur son podcast. Du coup, on parle un peu ensemble, on taffe ensemble. Ouais. Wow, ok, cool. Ben, le monde est vraiment petit au bout du compte. Entre les bitcoiners, surtout. Ouais, exact. Ouais, mais Svetski, pareil, Francis, tout ça, c'est des personnes qui ont une vision très intéressante et que je suis, carrément. Cool. Super. Ça fait déjà comme 1h30 qu'on parle. C'est pas mal, ouais. Je t'avoue, moi, j'ai été invité à un podcast dans 20 minutes, puis je savais pas que notre truc allait durer aussi longtemps. Donc, éventuellement, il faudrait que je termine parce qu'on m'attend. Ouais, carrément. Ouais, t'inquiète. Mais bon. C'est bien, on a déjà bien pas mal couvert de sujets. C'est ça. Donc, je veux pas terminer la discussion abruptement. C'est pour ça que je le dis maintenant. Non, t'inquiète. Donc, ouais, peut-être juste des dernières pensées. On n'a pas parlé beaucoup de Bitcoin, ça c'est vrai. Fait que peut-être. C'est un pleb talk. Hein. Après, entre Bitcoin, Maxi, à un moment donné, si tu parles que Bitcoin, tu tournes un petit peu autour du pot. Et après, c'est vrai que moi, je suis pas forcément la personne la plus technique, donc je suis pas le genre de mec avec qui tu vas pouvoir parler de l'implementation de Taproot ou de choses comme ça. Moi, je suis plus dans l'aspect politique et communautaire du Bitcoin. Non, mais c'est ça qui m'intéressait parce que justement, tes mimes sont excellents. Fait que je savais que pour faire des mimes excellents, ça prend un certain instinct, mais aussi un peu de connaissance sur les trucs. Donc, c'est ça qui m'intéressait vraiment chez toi de toute façon, là, de juste discuter un peu de tout et de rien. Donc, d'habitude, les autres podcasts, c'est plus en mode interview. Je pose une question. Là, j'ai apprécié. Là, on a juste comme discuté
Ouais. eu la C'est vision de la France. C'est toujours un plaisir de rencontrer un bitcoiner parce que c'est vrai que dans ta vie du quotidien, tu rencontres pas beaucoup de gens avec qui tu peux avoir. En général, entre bitcoiners, on est d'accord sur au moins 90% des choses. Et bah, du coup, c'est toujours cool de se faire une petite conversation entre plebs, quoi. Ouais, surtout faire des connexions justement Québec-France parce que on se parle pas beaucoup. Puis quand on se parle, c'est dans un contexte anglophone. Donc, les spécificités nationales de notre pays d'origine ressortent pas nécessairement. Donc, c'est Alors, ça qui est je sais pas si c'est toi ou si c'est un autre Canadien qui m'avait contacté il y a quelques mois, parce que vous faites des spaces aussi, je crois. Je crois que c'était toi qui m'avais contacté parce que vous faites des spaces aussi sur Twitter. Et ce qu'il y a, c'est que c'est trop tard. Parce que nous, vous les faites à minuit, 1h du mat. Vous, ça doit être, je sais pas, 18h, 17h. Et du coup, c'est un peu tard pour nous, quoi. Oui, je me rappelle, à un moment donné, je t'avais contacté. Mais là, tu vois, c'est la même chose qui arrive. C'est que je fais mais c'est vrai que l'heure, ça joue beaucoup, là, mais il y avait juste des Québécois qui rejoignaient. Mais je fais des spaces occasionnellement quand il y a vraiment un sujet que je suis curieux d'entendre les opinions des autres. Ben, je fais pas ça régulièrement, mais je vois qu'il y a de plus en plus d'espaces francophones qui se font aussi. Donc, on peut se planifier un space spécial francophone. Du coup, il faudrait que ce soit vers, j'en sais rien, 13-14 heures. Comme ça, nous, ce serait vers 17 heures. Et comme ça, on se fait un multiplex à travers l'Atlantique, ouais. Ça serait cool. Exact. Ouais, ça serait cool, effectivement. Ben, c'est sûr que je pense qu'on va s'en reparler, là. Ouais, carrément. Ce sera avec plaisir, en tout cas. Ouais. Ben, c'était vraiment cool. Je sais pas si tu as un autre dernier mot de la fin ou... Non, c'est bon. Je pense qu'on a couvert à peu près tous les sujets. Hein. Je peux terminer en disant stay humble, stacksat et toutes ces choses-là. Gardez vos bitcoins sur vos keys, n'utilisez feu. Mais bon, on les connaît tous. Hein. Je pense qu'on est tous à peu près sur la même longueur d'onde là-dessus, quoi. Ouais, on les connaît tous. Ben, super, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, merci GG d'avoir participé à la sauce Bitcoin. C'était vraiment cool. Première connexion française, québécoise sur la sauce. Donc, très intéressant. Puis j'ai hâte d'interviewer d'autres Français pour voir leur vision et tout ça et comment on peut unir nos forces pour le futur. Merci, Matt.